Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fosnati. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, cette vidéo, elle sera dans la thématique du coaching. Et je vais parler de mon expérience en tant que femme entrepreneuse en Martinique. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications, pour recevoir les nouvelles vidéos. Voilà, parce qu'il y en a plein qui vont arriver. Voilà, je sens que cette journée va être productive. Voilà, donc abonnez-vous, activez la cloche. Après, n'hésitez pas à laisser vos impressions, vos questions, etc. Je pense que peut-être cette thématique sera faite peut-être en plusieurs vidéos, je verrai. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, donc, dans cette nouvelle vidéo, la thématique, c'est être une femme entrepreneuse en Martinique. Pourquoi j'ai choisi cette thématique-là? C'est tout simplement parce que j'ai eu des retours. J'ai aussi fait un petit sondage sur mon Instagram Content Creator. Voilà, je me suis dit pourquoi pas aborder ce thème-là. Et bizarrement, tout le monde a dit oui. Voilà, donc je me suis dit, bon, je vais parler de mon expérience. Voilà, ce sera une expérience parmi plein d'autres. Voilà. Je vais vous parler un petit peu des secteurs d'activité que j'ai choisis, le contexte, pourquoi la zone géographique, voilà, la partie administrative, etc. Je pense que cette vidéo sera faite en plusieurs vidéos. Voilà, donc je pense que ce sera la partie 1. Voilà, à la suite de cette vidéo-là, je pense que vous aurez toujours des questions, voilà. Donc, vous pourrez toujours me les poser en bas de la vidéo, dans la section des commentaires. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah ben oui, alors, oui, cette thématique-là aussi tombe pile poil. Pourquoi? Parce que nous sommes en mars 2022 et précisément bientôt, dans... On est quoi? On est le 6, le 6. Dans 5 jours, j'aurai 5 ans. Voilà, en tant que chef d'entreprise. Donc, en fait, ça tombe pile poil dans le mois de l'anniversaire de ma société. Voilà, alors, on se dit à tout de suite. Voilà, et je commence un petit peu à aborder pour expliquer un petit peu, raconter mon histoire. Alors, vite fait, je raconte un peu mon histoire, déjà. Alors, première chose, ah ben, tout d'abord, ben, Fosnati, c'est à la base, c'est Aurélie. Donc, c'est moi. Fosnati, je vous explique vite fait. En fait, j'étais jeune, très jeune, très jeune. Quand tout a commencé, je pense. Et en fait, je me rappelle, c'est un souvenir d'enfance. Et à chaque fois, je le dis à ma maman, à chaque fois, elle est toujours dit, genre, elle me regarde toujours surprise. En fait, à l'âge de 6 ans, j'avais dit à ma maman, maman, pourquoi il n'y a pas de salon pour les femmes noires, pour nos cheveux, etc., pour faire des locks, des nattes, etc. Je vous explique vite fait le contexte. Alors, à l'époque, si j'avais 6 ans, je pense qu'on était dans les années 90. Voilà, début années 90, etc. Et bon, ben, bien sûr, à l'époque, je voyais les chanteuses, Lauryn Hill, les Fugees, il y avait les TLC, il y avait Brandy, il y avait Patra. Voilà, entre autres, hein, parmi toutes les chanteuses, les femmes noires que je pouvais voir comme modèle au niveau de la télé. Et en fait, moi, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas de coiffeuse en Martinique, en France? Parce qu'à l'époque, j'habite en France. Voilà, à la base, je suis parisienne. Voilà. Et j'ai dit à maman, mais maman, je veux ouvrir un salon pour les cheveux, pour les femmes noires. Voilà, et je vais faire des locks, je vais faire des cheveux naturels, je vais faire plein de coiffures, etc. Donc, tout a commencé là. Ensuite, donc en fait, moi, j'ai toujours été un peu, je veux dire, pendant toute ma vie, en fait, j'ai été naturelle. Voilà, pour faire ça, j'étais naturelle. Voilà, j'ai eu une petite période quand même où je me suis laissée tenter dans le défrisage. C'était avec, en fait, j'avais fait un petit concours. En fait, c'est pas un concours, mais un petit challenge. J'avais une copine et à l'époque, j'avais mon afro. Voilà, j'étais en première et on s'était dit, ouais, la première qui a les cheveux longs et tout. Bon, voilà, c'était ça le défrisage. C'était juste cette partie-là. Mais en fait, j'ai pas eu de période de défrisage, je peux dire, hyper long en fait. C'est quelque chose que je n'ai jamais apprécié. Mais par contre, j'ai toujours été en harmonie avec mes cheveux. Donc en fait, j'ai commencé à coiffer à l'âge de 15 ans. Pour faire en gros, j'ai commencé à l'âge de 15 ans à coiffer. J'ai commencé par les tresses
Nat, tout ça. À l'époque, c'était les tresses, etc. Comme Lil Bobo, il y avait qui? Il y avait R. Kelly, il y avait Snoop Dogg, voilà, ils avaient des tresses, etc. Donc, en fait, j'ai commencé à tresser au fur et à mesure. Donc, ça a commencé par ma soeur. Ça a fait, après, je suis passée par mes copines, les petites sœurs, les cousines des copines, les amis. Voilà, et en fait, au fur et à mesure, j'ai fait ma clientèle comme ça. À l'époque, je faisais des photos comme je pouvais. Voilà, et je l'ai posté sur Skyblog. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Skyblog. Voilà, à l'époque de Skyblog. Voilà. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à développer mon style, etc. Donc, je suivais déjà pas mal de coiffeurs à l'époque. Je n'avais pas encore tout à fait Internet, mais il y avait les Miss Eben, il y avait Amina, il y avait tous les magazines qu'on pouvait trouver à l'époque. Et en fait, je m'inspirais de ces magazines-là pour faire des coiffures, etc. Et les clips. Et surtout les clips. Voilà. Donc à 15 ans, j'ai commencé à coiffer et en fait c'est devenu, on va dire, mon job. Voilà, c'était mon job. Ma maman ne voulait pas trop que je travaille, que je fasse plus des jobs, genre babysitting, des choses comme ça. Donc en fait, finalement, j'ai commencé à coiffer et ça a commencé à être mon job. J'ai commencé à coiffer dans le salon de ma maman. Après, quand je pouvais me déplacer, j'ai pu me déplacer, j'ai commencé à me déplacer. Voilà, donc à l'époque, j'étais dans le 9-1, dans l'Essonne. Donc j'ai commencé à aller dans l'Essonne, etc., à me déplacer au fur et à mesure et après étendre au fur et à mesure ma clientèle. Voilà. Pour faire en gros, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'ai pas commencé genre avec un cursus coiffure. Non, en plus, j'étais dans un cursus général. Voilà, j'ai eu mon bac, j'ai fait un BTS, donc j'ai fait des études. Voilà, des longues études. Voilà, je suis allée à la fac aussi. Mais en fait, la coiffure était en opposition, je pense qu'en parallèle avec ce que je faisais déjà à la base, donc mon cursus scolaire. Voilà, c'était vraiment en parallèle. C'était vraiment mon job. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à développer. J'ai commencé à faire ma petite clientèle, j'ai commencé à avoir du réseau, rentrer en réseau avec pas mal de personnes, avec des photographes, avec des personnes, des chanteurs, etc. Voilà. Et en fait, j'ai développé Fosnati. Alors, au début, Fosnati, ça ne s'appelait pas Fosnati. Au début, Fosnati avait un autre nom. Et en fait, à l'époque, il y avait un salon qui venait juste d'ouvrir. Et ce salon-là, en fait, on me confondait avec ce salon-là. Et en fait, sur le coup, ça m'avait énervé. Je me suis dit, mais merde, quoi. Mais non, frère, je suis pas ça. Moi, je suis folle. Et finalement, j'ai retiré et j'ai mis Fos devant le Nati. Voilà. Le projet Fosnati s'est structuré au fur et à mesure. Voilà. Mais je pense que je savais déjà ce que je voulais faire. Voilà. La partie scolarité était peut-être un bagage que je devais obtenir pour pouvoir faire le Fosnati, je pense. Ça, comme je dis, c'est devenu un grand mystère. Mais en fait, c'était vraiment une passion. Et cette passion-là s'est transformée au fur et à mesure. Voilà. Et en fait, quand tout vraiment, véritablement débuté, c'est en 2009. En 2009, je travaillais, j'étais à mi-temps et je me suis dit, je commence à développer Fosnati. Voilà. Donc, j'étais à mi-temps, j'avais un poste à mi-temps. Voilà. Et en même temps, en parallèle, j'ai commencé à développer Fosnati. Donc, j'ai commencé à avoir pas mal de collaborations entre les défilés, des instituts de beauté, des salons de coiffure. Donc, en plus, j'ai pu faire plusieurs salons, plusieurs jobs dans des salons de coiffure, dans des instituts de beauté réservés pour la population, pour les femmes noires. Voilà. Et comment vous dire ça, cette période-là, j'ai commencé à structurer ma clientèle et mon réseau. Voilà. La plupart de mon réseau et de ma clientèle, je suis toujours en contact avec eux. Voilà, ça c'est vraiment top. Je pense que ça c'est vraiment le point fort de Fosnati. C'est que j'ai pu garder vraiment un très bon contact avec mon réseau et ma clientèle de là-bas. Voilà. Donc en 2009, je commence à développer, 2009-2010, je commence à développer Fosnati. Fosnati commence à prendre une ampleur. Et finalement, j'arrête de travailler dans un institut de beauté et finalement, je retourne sur la coiffure à domicile.
Donc, en fait, entre 2010 et 2011, je commence à sillonner quand même un peu toute l'île de France. Voilà, je commence à sillonner toute l'île de France pour pouvoir coiffer. Et vraiment, en 2011, je commence à avoir des très très bonnes collaborations. Voilà, je commence à rencontrer pas mal de personnes. Et en fait, je commence à coiffer chez moi. Voilà, je commence à avoir une clientèle stable et régulière chez moi. Voilà. Je vous raconte pas le truc parce que franchement, c'est des très très bons souvenirs. Je pense que je vais garder tout ça pour moi et pour mes clientes parce que je me rappelle, je faisais des journées coiffure, tout ça. Ça m'arrivait des fois de coiffer à partir de 7 h et finir à 22 h. Donc voilà, Forcenati commence là. Forcenati, c'était beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses qu'on peut se permettre à cet âge-là. Voilà, parce que maintenant, j'ai 35 ans. Voilà, j'ai commencé à... oui, je viens juste d'avoir 35 ans. J'ai ouvert la boutique, j'avais 29 ans, j'allais sur mes 30 ans. Voilà. Donc, ça fait vraiment véritablement... ouais, ça fait véritablement 5 ans. Voilà. Et en fait, comme je dis, j'ai commencé, mais comme je dis, j'ai pas commencé. J'ai commencé vraiment en bas de l'échelle. J'ai commencé à monter les échelons, etc. Et tout. Voilà. Ça, c'est Forcenati. Forcenati, c'était à la base une coiffeuse à domicile. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai développé. Alors, j'ai vu vraiment l'importance de Forcenati lorsque j'ai fait l'interview avec Amina. J'ai été interviewée par une journaliste d'Amina et elle m'a demandé, oui, la coiffure à domicile, etc. Et j'ai commencé à m'exprimer, etc. Franchement, c'est une très belle interview. D'ailleurs, l'interview, elle est dans ma boutique. Voilà, vous pourrez la lire si vous êtes de passage dans ma boutique en Martinique. Voilà. Et en fait, là, c'est là que je me suis rendu compte que vraiment, j'avais un potentiel. Ensuite, donc ça, c'était la partie coiffure. Je faisais déjà la partie coiffure et la partie maquillage. Voilà. J'étais déjà coiffeuse et maquilleuse. Voilà. Et ensuite, la partie boutique, artisanat, fabrication de l'huile. Donc, j'ai commencé à faire de l'huile de coco là-bas. J'ai commencé à faire de l'huile de gombo. L'huile de gombo, c'est une amie qui m'avait donné l'astuce. À l'époque, les gens ne connaissaient vraiment pas. Et en fait, ma copine, elle m'avait dit, ouais, Nati, tu sais, tu peux faire ça pour vendre et tout. Et j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à faire l'huile de gombo et j'ai commencé à faire l'huile de coco. Voilà. Donc, j'avais déjà commencé sur Paris à faire les huiles. Ensuite, quand j'ai vu que j'ai commencé à mûrir le truc, j'étais jeune, j'étais fraîchement diplômée. Voilà, donc quand je dis fraîchement diplômée, ça n'avait rien à voir. Donc, en fait, j'avais mes diplômes, j'ai eu ma scolarité et tout, j'ai eu des diplômes à la suite. Et en fait, quand j'ai eu ces diplômes-là, en fait, je cherchais du travail, mais on me disait à chaque fois que j'étais trop jeune. À l'époque, quand je vous parle de ça, à l'époque, j'avais 24 ans. Voilà, à l'époque, j'avais 24 ans. Et on n'arrêtait pas de me dire j'étais trop jeune, c'est trop jeune, c'est trop jeune. Voilà. Ce que j'ai fait, je me suis dit, ben, comme je suis trop jeune et que je ne me voyais pas finir ma vie en France, donc ce que j'ai fait, j'avais personne dans ma vie. Je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion pour pouvoir construire quelque chose. Si je peux construire quelque chose, ben, allons construire Forcenati, allons construire le truc propre, nickel, etc. Et finalement, j'ai tout rendu. J'avais un petit appartement, un petit studio et tout. J'ai tous les canapés, tout ce que j'avais, j'ai tout donné à ma maman. Voilà, j'ai dit, tiens, maman. J'ai dit, tiens, maman, bon, vas-y, remplace tes meubles là et tout, etc. Et puis moi, j'ai décidé de venir en Martinique. Voilà. À la suite de ça, j'ai commencé à développer. Donc, quand je suis arrivée en Martinique, ce qui était vraiment top, et d'ailleurs, comme je dis, je suis vraiment, je rends grâce pour tout ça, c'est que mes clientes, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles m'ont fait une belle pub. Donc à l'époque, j'avais déjà la page, voilà. Après, j'ai fait le logo dans la foulée, etc. Et mes clientes, elles ont fait un coup de pub pour moi, mais de ouf, comme j'arrivais en Martinique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, je voulais vraiment pas aller en Martinique, frère. À la base, je voulais aller en Guadeloupe. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais qui vont voir la vidéo pour la première fois, qui vont commencer à me connaître pour la première fois. Alors, à la base, je suis
originaire de la Guadeloupe et de la Martinique. Voilà, j'étais beaucoup plus proche du côté guadeloupéen que le côté martiniquais. Même si ma famille, du côté de ma maman, donc de la Martinique, j'allais en vacances tout le temps. Et en Guadeloupe, en fait, on y allait, mais on n'y restait pas trop longtemps. Et moi, ce que je voulais faire, je voulais retourner sur la Guadeloupe, connaître véritablement la Guadeloupe. Finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Mes parents m'ont dit, ah non, 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 non. Mon papa me dit, non, 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 va en Martinique, t'as ta famille, t'as tes dates, là, si. Finalement, je suis allée en Martinique. J'étais un petit peu dégoûtée, mais ça va. Il y avait ma petite cousine qui était là, donc j'ai pu aller en Martinique, tout ça. Et j'ai commencé à développer, etc. au fur et à mesure. Mais dans ma tête, j'étais déjà... Dans ma tête, pour moi, c'était la Guadeloupe, quoi. Voilà. Et finalement, j'ai développé. Avec mon compagnon de l'époque, qui m'a beaucoup aidé. Voilà, beaucoup soutenu. Voilà, ça, franchement, ça, c'est quelque chose que je pourrais jamais dire. Voilà, il m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu. Voilà, c'est lui qui m'a emmené à gauche, à droite, dans les manifestations et tout. C'est lui qui me donnait un coup de main et tout. Voilà, et finalement, Fosnati. Donc, là, je vais vous parler de la partie administrative. Alors, là, c'est la partie administrative que je vais vous parler. Le contexte administratif de la Martinique. Putain de merde. Oh, oups. Excusez-moi. Alors, le contexte administratif de la Martinique. Alors, j'explique. La fille, elle est parisienne. D'accord? Elle sort de Paris pour aller en Martinique. Je ne pensais pas que c'était aussi au ralenti que ça. Mais c'était pas plus au ralenti. C'est que... Alors, la problématique qui se pose en Martinique, je dis en Martinique, en Guadeloupe, un peu moins, mais en Guadeloupe, j'ai eu une autre surprise en Guadeloupe. Bizarrement, quand je suis allée faire quand même 1 an en Guadeloupe, voilà, c'est qu'en Martinique, il faut connaître des personnes. Donc, c'est vraiment du bouche à oreille. Donc, administrativement, vous connaissez personne, les gens ne vont même pas vous regarder, ils ne vous regardent pas, ils ne vous écoutent pas. Voilà. Vous voyez le singe là? C'est comme ça en Martinique. Voilà, c'est comme ça. Le contexte administratif est très difficile parce que si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous n'êtes pas en relation avec quelqu'un ou vous n'êtes pas en face de quelqu'un qui est réceptif à la création d'entreprise et surtout au niveau des jeunes, encore plus des jeunes filles, des jeunes femmes, voilà, vous allez être confronté à des murs. Voilà. Quand je suis arrivée en Martinique, je vous dis vite fait, je suis arrivée en septembre 2012. Quand je suis arrivée en septembre 2012, l'une des premières choses que je vais à la chambre de l'artisanat à Tartonson, en Martinique, à Fort-de-France. Je vous donne tout le truc. J'arrive à l'accueil, je dis oui, bonjour, je voudrais avoir des renseignements. Elle me dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais déjà, la dame, elle était au téléphone. Donc, en fait, la dame a passé quand même 10 minutes au téléphone. La dame était dans un Milan. Elle était là comme ça. Et après, quand elle a vu que j'étais là et que je n'allais pas lâcher l'affaire, elle dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc déjà, l'une des premières choses que j'ai horreur, c'est quand quelqu'un te tutoie alors que à la base, on ne se connaît pas. Excusez-moi, quand tu es en France, tu vois les gens, tu ne connais pas. Voilà, donc déjà, il y a ce petit décalage-là. Déjà, je me suis dit, ouh, la meuf, elle me tutoie là, je sens que ça va le faire. Je dis, oui, bonjour. J'aimerais avoir des renseignements. Donc, je lui explique que je voulais avoir des renseignements. Je souhaitais ouvrir un salon dédié aux cheveux naturels. Voilà. Et que je suis venue m'informer. Par où je dois commencer? Est-ce qu'il y a toujours... est-ce que je peux toujours m'inscrire en formation? Qu'est-ce que je peux faire? On me dit, ah, un salon de cheveux naturels. Ah, mais qui est-ce qui va venir dans votre salon? C'est l'une des premières choses que j'ai été confrontée en Martinique. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, d'accord. Moi, avec tout mon côté expressif, ok, d'accord, ouais, ok. J'ai dit, ben, est-ce qu'il n'y a pas des formations? Est-ce que je peux toujours aller en CFA, etc. Ah oui, les places pour les CFA sont déjà prises. Hein? Excusez-moi, je vous fais le truc parce que c'est exactement ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a rien changé. Rien n'a changé, en fait. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Donc, administrativement parlant, j'ai galéré.
J'ai eu en fait le maximum d'informations. Malheureusement, j'aurais pu ouvrir ma structure en Guadeloupe sans problème si j'étais partie directement en Guadeloupe. J'ai été confrontée à l'administration à Martinique parce que j'ai dû aller en Martinique. Hein, merci papa. Hein, et finalement, c'est en Guadeloupe que j'ai eu toutes les informations. Je vous raconte vite fait. En 2015, je viens en Guadeloupe avec mon compagnon de l'époque. On va s'installer en Guadeloupe. J'ai une amie et elle vendait sur le marché aux abîmes, voilà, au Rézé. Et elle me dit, ouais, bon, Aurélie, tu passes me voir, tu as des produits et tout. Donc, je lui ramène des produits, je lui ramène tous les trucs, etc. Et puis, elle me dit, oui, alors je lui explique vite fait mon projet et tout. Elle me dit, attends. Et puis, pendant que je suis en train de parler, elle est en train de prendre sa tablette, tout ça, tac, 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 tac. Et puis, elle me dit, tiens. Voilà. Vous voyez la différence? C'est cette différence-là qui fait la différence entre les deux îles. D'accord? On va pas trop, parce que les gens sont toujours dans une guéguerre ici, là. Ah ouais, les Martiniquais. Bon, un peu moins. Mais il y a toujours cette guéguerre-là. Et moi, comme je dis, moi, je suis entre les deux. Moi, comme je dis, je suis la paix. Voilà, enfin bref. Et donc, en fait, ma copine me passe son téléphone, sa tablette, c'était une tablette. Donc, elle me passe la tablette. Elle me dit, ouais, tiens, Aurélie, j'appelle une amie qui est à la chambre de l'artisanat à Pointe-à-Pitre. Pose-lui des questions et demande, regarde avec elle. Quand je explique à la dame me dit, oh, mais c'est un beau projet et tout, etc. Elle me dit, mais si tu étais venu en février, on aurait pu faire les démarches, on aurait pu t'aider, etc. Là, comme on est en train de faire l'immatriculation, on est en train de faire la mise à jour des personnes qui n'avaient pas les diplômes, parce que ce qu'il faut savoir, en France, et donc, dans les dames aussi, il faut un BP coiffure type cheveux européen pour pouvoir faire des cheveux afro. Voilà, il n'y a pas de dérogation, rien du tout. Donc, quand j'ai eu l'information, je me suis dit, ok, il faut que j'aille me former. Mais j'étais déjà en train de passer ma formation. D'ailleurs, j'allais passer mon examen. Voilà, donc ça c'était top. Voilà. Et puis, quand elle me sort tout ça, je me suis dit, ah, ok, d'accord. Donc, ça me donne bien des confirmations sur certaines choses, sur le changement de législation qui était en cours, etc. Et tout. Entre-temps, j'avais déjà passé mon diplôme de maquillage, mon diplôme d'onglerie, parce que je suis prothésiste ongulaire à la base aussi. Donc, j'ai déjà commencé à passer tout. Et là, j'étais à la coiffure. Voilà. Et j'avais déjà trouvé mon dernier stage. J'avais trouvé dans un salon à Capesterre. Voilà, j'avais déjà ma clientèle en Guadeloupe et tout. Et finalement, on a dû repartir sur la Martinique. Voilà, donc administrativement, j'ai vraiment galéré. J'ai dû éplucher toute la législation française au niveau de la coiffure, regarder surtout les sites des syndicats de la coiffure, voilà, pour savoir qu'est-ce qu'il y a exactement, qu'est-ce qu'on peut faire exactement, comment, dans quelles circonstances, etc. Mais en même temps, comme je voulais inclure d'autres activités, donc je devais voir comment j'allais bien ouvrir ma structure, etc. Et finalement, mon compagnon à l'époque avait sa tante et sa tante connaissait une dame qui était dans tout ce qui est... elle aidait les gens à faire la création d'entreprises, etc. Voilà. Quand je lui ai proposé, je lui ai parlé de mon projet, elle m'a dit waouh, elle m'a dit ah ouais, tout c'est top et tout. Mais tu as déjà passé tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme. J'ai dit oui, j'ai telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Elle me dit ouais, mais bon, ici ils sont un peu casse-bonbon. Voilà, elle me dit ouais, bon, c'est un peu. Voilà, essaie de voir. On va essayer de voir. Donc elle commence à se renseigner, on se renseigne, etc. Elle appelle. Si la personne me dit telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, me dit ouais, mais bon, en même temps, il y a une autre activité, donc est-ce qu'on peut pas voir? Et en fait, elle m'a vraiment aidé. Franchement, c'est une perle. C'est une perle. Franchement, tous les jours, j'avais pas dû lui dire merci. Chaque fois que je vais la voir, je dis merci, franchement. Parce qu'elle m'a vraiment bien aidé. Elle m'a soutenu aussi. Lorsqu'on fait une entreprise en Martinique, on n'est pas forcément soutenu par la famille proche, très proche. On est plutôt plus soutenu par des étrangers, des personnes de l'extérieur. Des fois, la clientèle qu'on a déjà pu un petit peu développer, voilà, un peu plus,
voilà, faire des sondages, des choses comme ça, les gens, ce sont plus les étrangers qui vous soutiennent, malheureusement. Mais, bon, après, il y a certains qui observent, certains vont observer, ils vont rien vous dire. Voilà. Et puis, il y a ceux qui vont pas se gêner à vous dire certaines choses que je trouve déjà bien déplacées. Surtout que quand vous essayez de faire quelque chose et eux ne font rien du tout. Mais bon, enfin bref, je ne vais pas trop forcément passer dessus. Ça, c'est autre chose, c'est un peu plus personnel. Voilà. Donc, le soutien n'est pas forcément là quand vous allez faire une entreprise. Donc, quand vous faites une entreprise, il faut être fort mentalement. Il faut beaucoup vous renseigner. N'hésitez pas. Alors, l'une des choses que je pourrais vous conseiller, c'est de vous renseigner au niveau de la France. Voilà. Si vous pouvez avoir des contacts un peu à la Guyane ou à la Réunion, à la Guadeloupe, selon la zone géographique où vous pouvez vous situer, vous pouvez vous demander sur un autre territoire pour avoir une confirmation. Parce que des fois, il y a ce décalage administratif. On se demande qu'est-ce que certaines personnes font dans des administrations. Normalement, quand vous êtes dans une administration, on est censé, je dis ça parce que j'ai un cursus administratif, et normalement, quand vous êtes dans une administration, vous êtes censé vous tenir au courant de tout ce qui est nouveau, des lois, des nouvelles législations, s'il y en a, etc., selon, bien sûr, le secteur d'activité que vous allez être. Et voilà. Donc, ça, c'est le soutien. Le soutien, il n'y en a pas forcément, mais il faut vraiment être fort mentalement. Voilà, faire ses affaires, de rester concentré sur son projet, le monter comme vous pouvez, avec les moyens que vous avez. Soyez stratégique sur toute la partie renseignement pour l'immatriculation. N'hésitez pas en amont à aller au greffe, à la chambre de l'artisanat, entendre plusieurs sons de cloche, parce que des fois le greffe va vous dire quelque chose. Alors ce qu'il faut savoir, le greffe c'est l'endroit où on va faire le registre des matriculations de l'entreprise. Eux, comme ils font vraiment les registres des matriculations, donc des fois ils sont beaucoup plus au courant de toutes les nouvelles législations comme ça, des fois que d'autres structures. Donc il faut essayer d'aller piocher un peu partout pour avoir le maximum d'informations, pour avoir les bonnes informations, pour bien structurer l'entreprise, pour ne pas vous retrouver à avoir choisi soit le mauvais statut, soit la mauvaise appellation, parce qu'il faut avoir des mots bien précis pour l'immatriculation, parce que des fois, selon ce que vous allez mettre, si vous faites pivoter les termes, des fois ça peut être la chambre de l'artisanat, des fois ça peut être la chambre du commerce, des fois ça peut être la chambre de l'artisanat. Donc, elle dépend de soit l'un, soit de l'autre. Donc, voilà. Donc, à ce niveau-là, la partie administrative, c'est ça. Le soutien doit être mental. Voilà. Et restez focalisé sur votre projet, sur ce que vous voulez faire, sur vos rêves. Voilà, ça serait vraiment l'une des choses que je pouvais vous dire sur la partie soutien mental, voilà, et émotionnel. Voilà. Ensuite, alors, le projet Fosnati, il a été fait avec un tout petit budget. Voilà, j'ai mis de l'argent de côté. J'ai fait comme je pouvais, j'ai mis le maximum d'argent de côté. Et avec ça, j'ai pu ouvrir la structure. Voilà. Quand j'ai ouvert la structure, je n'ai pas fait volontairement, je n'ai pas fait de crédit, comme certains ils vont faire un crédit, demander un crédit, tout ça. C'est déjà galère pour trouver une banque, pour pouvoir avoir une banque professionnelle, pour avoir le compte pro, parce que vous êtes dans l'obligation d'avoir le compte pro pour pouvoir faire l'entreprise. Voilà. Donc, déjà c'est un petit peu galère, et je ne voulais pas, mais vraiment pas avoir de crédit, parce qu'après il faut prouver aux gens que oui, votre projet tient la route, etc. Et tout. Niveau aide, alors j'ai essayé de faire plusieurs aides. Jamais eu de réponse. Jusqu'à aujourd'hui, jamais eu de réponse des aides, de l'aide de l'immatriculation des jeunes. J'étais dans la catégorie de moins de 32 ans, je crois, au niveau de la CTM. Donc, voilà. Et on ne m'a jamais répondu au niveau de mes aides. Donc, j'ai dû faire avec les moyens que j'avais.
Voilà, j'ai fait avec les moyens que j'avais, les petits moyens que j'avais. Je vous assure que le budget n'était pas immense. Voilà, mais j'ai fait comme je pouvais. J'ai joué vraiment sur la récup. Voilà. Et j'ai eu de la chance pour le local. J'ai trouvé un beau petit local. Il n'était pas trop loin de l'époque du domicile où j'étais. Voilà. Et vraiment, on a fait vraiment tout, comment dire ça, deuxième main. Soit deuxième main, on a fait beaucoup de récup, beaucoup de deuxième main et beaucoup de recyclage. Voilà. Mais finalement, la boutique a été magnifique. La boutique, elle était magnifique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, alors, une entreprise vous demande une très très bonne organisation et une très bonne gestion. Voilà. Ça demande beaucoup de temps. Donc, tous vos temps libres, là, le temps libre, quand je parle de temps libre, c'est tout le temps libre, soi-disant pour aller s'amuser, pour voyager, etc. Ça, vous oubliez ça. Ça fait partie de l'un des sacrifices qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'à un moment là, vous n'avez plus de temps libre. Parce que vous êtes à fond dans votre projet. Les premières années, là, alors c'est particulier parce que moi, j'ai ouvert l'entreprise. Après, il y a eu le Covid. Donc, le Covid m'a quand même beaucoup ralenti sur mes projets. Voilà. De 2 ans, quand même. 2 ans de ralentissement au niveau de mes projets. Et bon, ça va. Au moins, l'entreprise, elle est là, elle est stable. Voilà. Give thanks. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise vous demande, quand vous êtes chef d'entreprise, ça vous demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Donc, c'est-à-dire que vous allez travailler du lundi au dimanche. Donc, quand des fois je reçois des petites paroles, des messages, ah oui, tu ne sors pas, tu fais que travailler, etc. Moi, comme je dis, oh frère, et c'est pas, comme je dis, c'est pas un petit bagage à gérer là, c'est un projet, c'est une entreprise que tu gères. Donc, il faut être dessus, surtout quand les choses ont été ralenties. Il faut vraiment se donner à fond. Faites-le comme vous pouvez. Faites le maximum de choses pour pouvoir stabiliser au niveau de la gestion financière. Il faut stabiliser, etc. Il faut que votre gestion financière soit propre, le plus propre que possible, le plus clean que possible. Voilà. Je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas des trucs qui se font en bas fait et tout, etc. Mais faites en sorte d'avoir une entreprise stable, avec une gestion financière stable et propre. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, on est en Martinique. En Martinique, vous êtes confronté à la concurrence, que moi je ne considère pas être comme ennemi. Mais bon, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris que la concurrence, ce n'est pas mauvais. Au contraire, la concurrence, c'est censé vous pousser, c'est censé vous challenger, c'est censé vous dire, ouais, ok, ma concurrente, elle fait ça, telle chose. Mais moi, je fais telle chose. Ou même si on fait la même chose, mais moi, je vais faire différemment. Soit je vais aller plus vite, voilà, soit je vais aller plus vite, soit je vais le faire différemment. Je vais créer mon style, créer mon univers pour que les gens, ceux qui vont venir chez moi, elles vont rester chez moi, vont adhérer à mon cadre, à mon projet, à mon univers. La concurrence, elle n'est pas négative. Il faut que les gens retirent ça. Elle est là pour vous challenger. Voilà. La concurrence, elle est là pour vous challenger, pour vous pousser encore plus à faire plus, à être la meilleure personne, à faire ressortir le meilleur de vous-même et de votre entreprise. Elle n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Les gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, et là je parle vraiment, il y en a beaucoup. Voilà, les gens qui font ça, c'est des gens qui ont peur d'eux-mêmes. Parce que avant tout, c'est la peur qui fait que vous allez avant tout empêcher l'autre d'avancer, empêcher l'autre de se donner à boire et à manger, empêcher l'autre, vous allez prendre son pain et son eau dans sa bouche pour pouvoir soi-disant vous nourrir, mais en fait vous ne vous nourrissez même pas. Voilà. La concurrence, c'est censé vous challenger. C'est censé être une bonne énergie. Parce que ça va faire que ressortir le meilleur de vous. Mais ici, bon, comme je dis, oui, c'est un mystère. Pour finir cette thématique femme entrepreneuse en Martinique, je voulais vraiment finir sur le sujet de la collaboration. Et
instaurer une stabilité pour avoir une entreprise performante. Pourquoi je parle de la collaboration? Parce que de toute manière, dans votre vie d'entrepreneur, vous êtes apte à collaborer avec plein de personnes. Que ce soit des cabinets de comptabilité, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des collaborateurs, des collègues, etc. Par exemple, moi qui, par exemple, a deux activités. Alors, je vous explique. Là, Fosnati, il y a une activité de boutique, de vente et de service. Donc, déjà, vous avez deux secteurs d'activité qui est dans la même structure. Et je vends des produits de l'artisanat qui est avec des artisans, voilà, qui sont eux mes collaborateurs. Et je pourrais vous dire que je fonctionne avec certains depuis le début. Voilà. Surtout deux qui sont devenus des très bonnes amies. Je fonctionne avec elles depuis le début. Donc, ça fait 5 ans que je collabore avec elles. Mais sachant officiellement par rapport à la structure. Mais c'est des filles avec qui je collaborais déjà en amont depuis mon arrivée en Martinique. Donc, quand je vous parle vraiment d'avoir un réseau, d'avoir des collaborateurs de confiance solides, voilà, ben, ça arrive que par exemple, il y a des moments où vous allez être peut-être un peu juste. Soit un peu juste dans le paiement parce qu'il y a un paiement qui n'est pas passé, etc. La banque prend du temps à virer l'argent. Ou sinon vous avez besoin de produits, de matières premières, de quelque chose que vous avez besoin de tout de suite, ou vous avez plus, on vous a dévalisé de certains produits d'artisans, enfin quand je dis d'artisanat, d'artisans, de bijoux, de choses comme ça. En fait, des fois vous pouvez être dévalisé, donc il peut y avoir des périodes où vous vendez super bien, et en fait vous allez vous retrouver à court de produits ou de bijoux, d'accessoires, etc. Ah ben, quand vous avez des collaborateurs de confiance solides, sérieux, voilà, ben vous pouvez les appeler à la dernière minute. Oui, excuse-moi, est-ce que tu peux me donner tant de tel produit, tant de tel bijou? Voilà, est-ce que tu peux me faire ça, 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 ça? Est-ce que ça te dit de faire ça parce que j'ai des demandes? Est-ce que ça te dit, etc. Ça, c'est collaborer avec des personnes de confiance, des personnes intègres, avoir une transparence au niveau de vos collaborations, de vos fournisseurs, etc., pour pouvoir avoir une entreprise performante, une entreprise qui ne soit pas trop dans la rupture de stock, etc. C'est quelque chose qu'il faut gérer au quotidien. Voilà. Et cette partie de gestion-là demande énormément de temps. Énormément de temps. Ouais, ça serait vraiment ça. Énormément de temps, de disponibilité aussi, parce qu'on ne vous parle pas de ça, mais il faut être très, très disponible. Vous pouvez vous retrouver à envoyer un message à 21h, 22h, vous voyez que vous êtes en rupture de telle chose, vous n'avez pas vu, vous avez mal géré les commandes, etc. Tu dis, ben, ah mais est-ce que tu peux me rajouter telle chose, telle chose? Oui, la personne dit, oui, d'accord, il n'y a pas de problème, elle te rajoute le truc, elle te fait une autre facture. Voilà. Ça, c'est entreprendre. C'est l'une des parties que beaucoup de personnes ne voient pas lorsque la personne rentre dans la structure. Mais lorsque vous rentrez dans une structure et la structure est toujours bien achalandée, au maximum, comme on peut, hein, voilà, parce que ça reste quand même de l'artisanat et l'artisanat, c'est un peu plus difficile à gérer que quand vous avez quelque chose, par exemple, un magasin de vêtements, un magasin de chaussures, un magasin basique de cosmétiques, etc. Vous pouvez acheter au fur et à mesure et puis le stock se remplit au fur et à mesure. L'artisanat, c'est différent parce que l'artisanat, c'est de la production locale, c'est de la production fait main. Et parfois, il peut y avoir des contretemps, des petites choses qui prennent un peu plus de temps. Ou surtout quand c'est fait vraiment totalement à la main, comme dans ma structure. Nous sommes, là, nous sommes combien? 1, 2, 3, 4 personnes à faire des cosmétiques et les cosmétiques sont faits à la main, emballés à la main, étiquettes faites à la main, tout est fait à la main. Voilà, les bijoux aussi. Donc en fait, quand vous êtes confronté à de l'artisanat, dites-vous que vous pouvez être en rupture de stock et le but c'est de ne pas être trop en rupture de stock pour que la personne, le collaborateur puisse vendre aussi et un joli point de vente, puisse se dire ouais, ben, j'ai tel point de vente qui fonctionne, qui est toujours bien achalandé, etc. Tu peux aller faire un tour. Et le fait d'avoir une collaboration solide, intègre, transparente, voilà, je dirais même limite. Le but, c'est pas que ça soit trop amitié, mais que ça soit limite.
de l'amitié, parce que vous allez grandir ensemble, vous allez évoluer ensemble. Voilà. Et en même temps, ben, ça vous donne vraiment la possibilité d'avoir une entreprise très performante. Voilà. Alors, chose que j'ai commencé à trouver de plus en plus, voilà, j'ai dû faire quand même un tri. Je ne vous mentirai pas, c'est que ça aussi, c'est quelque chose, ça fait partie de la vie d'une entrepreneuse et d'un entrepreneur. Il faut savoir faire des tris, se séparer de certaines personnes, de fournisseurs, d'artisans, de collaborateurs, quand il faut. Parce que quand vous voyez qu'il n'y a pas forcément du sérieux, il n'y a pas un retour, un échange, voilà, mutuel, ah ben, des fois, vous êtes obligé de vous séparer de certaines personnes et vous rapprocher de d'autres, etc. De toute manière, tout est un cycle, tout est vivant, c'est une entreprise, c'est vivant. Donc, vous allez pouvoir, un jour, vous allez avoir tel fournisseur, un autre jour, vous allez avoir un autre collaborateur, un autre jour, vous allez mettre un autre artisan parce que vous voulez changer, vous voulez apporter du neuf à l'entreprise. Le but, c'est de ne pas avoir toujours la même chose, mais d'avoir certains changements. Ça, c'est la stratégie de vente, de communication. Donc, en fait, vous voyez, il y aurait tellement de choses à dire sur cette thématique. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je vais vous laisser sur cette première vidéo Femmes Entrepreneuses en Martinique. Je vous laisse commenter, poser les questions. Il y a des sujets que je sais qu'il y a des sujets que je n'ai pas encore abordés. La question du salaire, la question de la communication, comment gérer les réseaux sociaux, la communication, etc. Voilà, les salariés. Embaucher, si on veut déménager, des choses comme ça. Voilà, je vous laisse libre de me poser toutes vos questions en bas de cette vidéo. Voilà, donnez vos suggestions aussi, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, elle est un peu longue. J'ai essayé de réduire au maximum. Et c'est bien d'avoir séparé ça en plusieurs vidéos. Je pense que je serai obligée de faire plusieurs vidéos pour pas avoir une vidéo de 1 heure, de 2 heures, de 3 heures, etc. Je sais que je n'ai pas forcément pensé à tout. Il y a un sujet aussi qui est intéressant, par exemple, c'est comment allier la vie privée et la vie professionnelle lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est femme entrepreneuse et lorsqu'on est une jeune femme entrepreneuse. Voilà, vous voyez, il y a tellement de choses à expliquer. Enfin bon, je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Fosnati et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, d'accord, à partager cette vidéo si vous avez apprécié. Si vous voulez envoyer à une amie, une cousine, une soeur, quelqu'un qui est en train d'entreprendre, c'est bien que la personne puisse avoir différents sons de cloche. Et je pense que le mien est très intéressant parce que je n'ai pas encore vu de vidéo sur l'entrepreneuriat en Martinique. Voilà. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Fosnati. Bye!